que Lovecraft est un écrivain qui est connu, vous le disiez tout à l'heure en off, des amateurs, mais le grand public ne sait pas forcément à quel point il a influencé la littérature d'horreur et ensuite le cinéma et de nombreux cinéastes jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un peu la problématique de Lovecraft, c'est que c'est un des plus grands auteurs du film, enfin de la littérature fantastique. Hein. C'est un auteur du début 20e. Il a commencé à écrire aux alentours des années 20 jusqu'à sa mort en 1937, même si sur ces dernières années, il était quand même plutôt dans une correspondance plutôt que dans des écrits de romans ou de nouvelles. Il nous a livré quand même des grands moments de littérature qui ont inspiré effectivement tout un tas d'auteurs, et puis bien évidemment le cinéma aujourd'hui. Toutefois, il n'arrive pas, enfin, il n'a jamais été vraiment connu de son vivant, et même encore aujourd'hui, il a quand même des difficultés à être connu du grand public. Hein. On lui connaîtra plus facilement Stephen King que lui. Hein. Il suffit de sortir dans la rue et de demander à quelqu'un s'il connaît un ouvrage de Lovecraft. On va vous regarder avec des yeux un peu ronds. Alors que finalement, Stephen King, facilement, on vous sortira quand même au moins un titre, peut-être voir un film. Voilà. Et donc, c'est malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui se passent autour de cet auteur aujourd'hui, hein, que ce soit les jeux de rôle, que ce soit les adaptations cinématographiques, il a quand même du mal à percer auprès de ce grand public. Là, Lovecraft, il écrit des nouvelles qui sont relativement courtes. Hein. Si on prend Dagon, par exemple, qui est une nouvelle assez connue, mais qui est faite en fait sur 3-4 pages, il vous met tout de suite dans l'ambiance, hein, puisque ce sont des nouvelles qui commencent par voilà, je vais me suicider et je vais vous expliquer pourquoi. Hein, ou dans Le monstre sur le seuil, c'est je viens de mettre 6 balles dans le corps de mon meilleur ami et pourtant je ne l'ai pas assassiné, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et donc il vous donne tout de suite le pitch et il vous entraîne avec lui comme ça dans le cauchemardesque. Un des films qui marquera le plus les années 70, qui n'est pas une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft, mais qui est très Lovecraftien dans sa façon de faire, c'est Alien, le 8e passager. Alors pourquoi? Parce que dès le départ du script, on va intégrer, enfin les auteurs vont intégrer des éléments de Lovecraft, notamment pour créer l'ambiance du film. Et derrière ça, ce qui en fait vraiment un film Lovecraftien, c'est la créature par elle-même, parce qu'elle a été dessinée par un artiste suisse qui s'appelle Archer Giger, donc qui est devenu très connu suite à ce film-là, mais qui, dès les années 70, finalement, crayonne, fait quelques dessins, et fait un cauchemar également, hein, donc c'est très dans la tendance Lovecraftienne aussi, qui lui donne en fait l'imagination de cette créature un petit peu biomécanique, avec un crâne un peu phallique, et puis des tubes dans le dos, enfin voilà, quelque chose d'innovant pour l'époque, hein, puisque c'était assez jamais vu. Et ce qui fait dire que c'est quand même très Lovecraftien, c'est que le recueil de dessins dans lequel il a mis cette créature s'appelle Necronomicon 4, hein, et donc on en parlait tout à l'heure. Necronomicon est quand même un des livres cultes de Lovecraft. Donc ce qui témoigne de l'inspiration Lovecraftienne de cette créature qui se retrouve dans le film, hein, qui est parfaitement filmé par Ridley Scott, puisqu'on vous suggère bien pendant les 3 premiers quarts du film, hein, on ne vous montre pas la créature tout de suite, on vous laisse l'ambiance monter, donc on est vraiment dans quelque chose de relativement Lovecraftien. Pour terminer, je voudrais parler alors d'un réalisateur qui n'a jamais adapté Lovecraft en tant que tel au cinéma, mais dont les œuvres sont tout à fait Lovecraftiennes. C'est John Carpenter avec sa trilogie de l'Apocalypse. Donc il commence en 1982 avec La Chose, qui est un film alors qui fait débat parce que certains considèrent que c'est une adaptation, enfin qu'il reprend des éléments des montagnes hallucinées de Lovecraft, puisque c'est un récit qu'il a imaginé dans les années 20, je crois que c'est fin des années 20, donc 1928 si je ne me trompe pas. C'est une expédition scientifique, hein, qui part en Antarctique et qui va être confrontée bien évidemment à tout un tas de phénomènes un petit peu paranormaux qui va les séparer, qui va les faire douter, et puis évidemment les mener au bord de la folie. Ensuite, le deuxième film qu'il a fait en 1987, c'est Le Prince des Ténèbres. Donc Le Prince des Ténèbres est un film pareil qui reprend une équipe scientifique qui est coachée par un prêtre qui est interprété par Donald Pleasence,
C'est un film qui est très claustrophobique, donc on est vraiment dans une ambiance très Lovecraftienne, où on a des, comment dire, donc des scientifiques qui vont étudier un cylindre qui est censé contenir le fils de Satan. Et donc là, on voit bien qu'on a une entité d'un autre monde, donc ça fait vraiment écho à toute la mythologie Lovecraftienne. Et on est vraiment dans une terreur qui va s'emparer de cette équipe scientifique. Alors c'est des scientifiques, donc ils sont quand même très cultivés, très rationnels, mais peu à peu, ils vont voir à quoi ils ont affaire et vont se retrouver complètement dépassés par ces éléments et de leur compréhension du monde qui les entoure. Et donc, malgré le fait que ce soit un film à petit budget, l'atmosphère qui est pesante est vraiment digne des meilleurs récits de Lovecraft. Le dernier film notable de Carpenter sur cette trilogie, c'est L'Antre de la Folie, en 1994, où on a un personnage qui s'appelle John Trent, qui est un agent d'assurance qui est là pour lutter un petit peu contre la fraude, et qui va être amené à enquêter sur la disparition d'un personnage qui s'appelle Sutter Kane, qui est un auteur de livres fantastiques très connu, une sorte de Stephen King, et qui a disparu. Et donc il essaye de le rechercher, et pour ça il va commencer à lire ses livres, et la réalité, la fiction, tout ça va se mélanger un petit peu dans sa tête, et puis il va perdre un petit peu pied là-dedans, et savoir, comme dans les récits de Lovecraft, il va être confronté à des créatures qui sont dans le monde réel, mais qu'on ne voit pas forcément. Et puis, bien évidemment, ça va poser une certaine question, indépendamment de la fatalité à laquelle on n'échappe pas. Mais c'est finalement, est-ce que ma réalité est la même que la vôtre? Alors, pour terminer, quel est l'avenir pour le cinéma Lovecraftien? Je pense qu'on continuera à avoir des séries B. On aimerait bien un film de premier plan. Alors, il y a une Arlésienne avec Benicio del Toro qui, dès 2002, souhaitait adapter Les Montagnes hallucinées. Malheureusement, depuis 2002, ça va pas très très loin. Un coup ça va se faire, un coup ça se fait pas. Enfin voilà. Et donc même si ce film-là serait probablement une belle adaptation, en tout cas on peut l'espérer, c'est pas encore prêt de se faire. Alors peut-être qu'il faudrait se tourner vers la communauté des fans de Lovecraft, puisque je vais parler d'un projet français qui a été fait par les aliénés de Cthulhu, je crois, qui ont lancé un financement participatif l'année dernière pour monter une web-série adaptée d'une ambiance un peu jeu de rôle, mais qui reprend en fait toutes les thématiques de Lovecraft. Donc ils ont réussi leur financement participatif. Alors c'est pas du gros budget, parce que je crois qu'ils demandaient 1 000 euros, ils ont dû collecter 1 500 euros, mais ça démontre quand même qu'il y a un intérêt, alors certes faible, mais toujours présent, et en tout cas fait par des passionnés. Donc on peut imaginer que cette web-série, qui je crois s'appelle L'Affaire Green, sera un succès et préfigurera peut-être les meilleures réalisations qu'on pourrait peut-être trouver, parce que finalement aujourd'hui, on le voit bien, on n'est pas nécessairement obligé de passer par le cinéma ou les studios de cinéma. On peut le faire par des petites productions indépendantes et finalement obtenir de très bons résultats.